Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission, celle du livre, de la lecture et de l'écriture. Belle ligne. Ne payons pas de tribut à l'Europe en créant des États, des institutions et des sociétés qui s'en inspirent. Les mots de Fanon, les mots MAUX que veut combattre une génération, celle qui est tout simplement de s'appliquer ou bien de s'affirmer en tant qu'acteur et non spectateur dans l'arène de la pensée. Le canal passe par une révolution, celle spirituelle. Leur entre, c'est l'université, les révolutionnaires, la jeunesse et leur cible, l'Afrique. Rouge Mélodie, un ouvrage écrit par le professeur Baïdala Kane. Il est l'invité de votre émission Belle Ligne. Professeur, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Monsieur Sarr, et merci de m'avoir invité. Un plaisir. Professeur titulaire de classe exceptionnelle des universités, vous êtes titulaire d'un doctorat de 3e cycle en études britanniques de l'Université Paris 3, Sorbonne, France, et d'un doctorat d'État en littérature africaine d'expression africaine, anglaise plutôt, de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Ancien recteur de l'Université de Thiès et l'Université de Gaston Berger Sénégal, vous fûtes un militant actif du mouvement étudiant de Dakar et de la gauche sénégalaise. Une perche pour parler un peu de ce roman. Y a-t-il des traces autobiographiques? Bon, vous savez, quand on écrit un livre, on s'appuie nécessairement sur du vécu au sens le plus large. Oui. Vécu par soi-même, vécu par ceux qu'on connaît, ce qu'on observe dans l'environnement. Et en vérité, ce livre est le produit d'un engagement très ancien, un devoir que je m'étais assigné, celui de rendre hommage à une certaine jeunesse africaine militante qui a beaucoup fait pour notre continent, qui s'est sacrifié, certains, au prix de leur vie à l'échelle du continent. Donc oui, c'est des expériences vécues plus ou moins directement, mais aussi indirectement. Les rencontres se succèdent dans cet ouvrage. On parle un peu d'une jeunesse qui ne laisse aucune place au divertissement. Cette jeunesse-là avait une mission de génération. Oui, absolument. Mais en même temps, c'est une jeunesse présentée dans une continuité historique. Pour les besoins du roman et pour faciliter ou aider à avoir des repères, il y a un cadre spatio-temporel qui est bien défini. Mais si l'on regarde de près, on se rend compte qu'il y a des excursions qui donnent d'ailleurs l'impression d'anachronisme parce qu'il y a des sujets abordés par cette jeunesse-là qui sont des sujets intervenus a posteriori par rapport au cadre temporel. C'est exactement ça. Pourquoi? Parce que, justement, il s'agit d'une fiction qui permet des libertés, qui parle, et la manière de rendre hommage à cette jeunesse, en fait, a été abordée de deux manières. D'abord, en leur rendant la parole, rappeler ce qu'elle disait, cette jeunesse-là, mais, et c'est là les excursions, les anachronismes volontaires, c'est ce que cette jeunesse aurait pu dire, était susceptible de dire par rapport à des questions d'actualité intervenues a posteriori. Je vous donne rapidement deux exemples ou trois. Lorsque l'on parle de l'anachronique cowboy de président qui a créé les conditions d'une guerre sur la base de fausses accusations et de preuves délibérément erronées, avec comme conséquence le nombre de morts extraordinaires en Babylonie, et on voit à quoi on fait allusion. Idem pour ce qui s'est passé dans le roman est appelé la veille tripolitaine, c'est une actualité récente. L'allusion aux Rohingyas de Birmanie, les Ouïghours d'Orient, etc. Et même encore plus récemment, lorsque cette jeunesse-là parle de la violation du statut multiséculaire de Jérusalem, faisant un peu allusion, comme on le sait, à ce qui s'est passé l'année dernière avec la décision du président des États-Unis de transférer l'ambassade des États-Unis. Le gouvernement de Trump. Voilà, de Tel Aviv, voilà, Trump, de Tel Aviv à... Ça, c'est de l'actualité récente. Et c'est ça que permet la fiction, ces excursions-là. Sortir du cadre spatio-temporel, donner la parole à une jeunesse en disant voilà ce qu'elle aurait pu dire, voilà ce qu'elle était susceptible de dire, parce qu'il y a une sorte de ligne éditoriale, si on veut,
dans la pensée et dans les modes de pensée de cette jeunesse-là. La forme de cet ouvrage est importante. Il y a la présence du dialogue qui est massif d'ailleurs. Et quand on pense au dialogue, on dit le narrateur fait vivre ses personnages. Ces personnages prennent le pouvoir et le narrateur se confine un peu en donnant la parole à ces personnages-là. À quelle fin stylistique? En vérité, initialement, j'ai pensé à une pièce théâtrale. Oui. Je suis un peu shakespearien, oui. Et je me suis dit qu'il serait bien, en rendant la parole à ces jeunes, et d'ailleurs je l'espère toujours, que de jeunes comédiens pourraient s'approprier cet ouvrage et vraiment déclamer. Pourquoi pas ces dialogues. Il y aura un décloisonnement, absolument. En tout cas en ce qui concerne les genres absolument. Littéraires, le roman et le théâtre. Absolument. Et du point de vue du réalisme, c'était une période où la réflexion et les grands débats étaient quelque chose de très très important. Je l'ai dit plusieurs fois dans le livre, les réunions, c'était des réunions qui tiraient en longueur. 9 heures d'horloge, 8 heures d'horloge. Et cela, dans la réalité historique, c'est ce qui se passait. Les organisations estudiantines, c'était des réunions avec de très longues tirades, c'était des débats profonds sur toutes sortes de questions, qui sont des réflexions qui agitent le monde, qui agitent la société, qui concernent l'Afrique, mais qui concernent le monde tout entier. C'est pourquoi ces dialogues-là, parfois de très longues tirades, qui peuvent être un peu lourdes à la lecture, mais qui en vérité, qui font aussi tout le charme de cette jeunesse-là, qui avait quelque chose à dire, et que moi je n'avais pas envie de censurer, puisque mon objectif était de rendre la parole à cette jeunesse-là, et dans le cadre d'une sorte de récit de vie pour la jeunesse nouvelle, pour dire, voici, aujourd'hui nous avons des jeunes qui se battent avec leur style, qui ont les technologies, qui ont les médias, mais il y avait une jeunesse qui se battait aussi. Malheureusement, ce n'était pas suffisamment relayé, et c'est parce que justement ce n'était pas suffisamment relayé que j'ai pris le parti d'écrire ce livre en guise de témoignage et pour mémoire. Et ce dialogue permet un peu de voir le niveau très élevé de ces étudiants-là, pour montrer que ceux qui faisaient la politique à l'époque, on parle un peu de la gauche, c'était les étudiants qui étaient bons. Absolument. En vérité, tout à l'heure, je vous ai dit qu'il s'agit d'un hommage à la jeunesse dans sa continuité historique. Oui. Quand il y a une rupture quand même par rapport à ce qui se passe actuellement. Oui, du point de vue de la nature des approches, du niveau du débat. Et même la conception du mot politique. Absolument. C'est quoi la définition du mot politique? C'est quoi d'abord? Absolument. Je l'ai dit, la définition du mot politique, il faut l'articuler avec les objectifs de la jeunesse. La jeunesse se battait pour 2 grandes questions. La première, c'est que l'Afrique puisse recouvrer sa dignité et sa liberté bafoué pendant 500 ans. La deuxième dimension, c'est la justice sociale. Et la finalité de la politique, c'est-à-dire l'ensemble des programmes, des actions qui ont des objectifs et des moyens mobilisés pour atteindre ces objectifs-là, dont la finalité ultime est le bien-être des populations. C'est ce que tous les politiciens nous promettent. En vérité, cette jeunesse réclamant de la gauche insiste sur la notion de justice sociale. C'est pourquoi j'ai donné l'exemple de cette expression du pain et des roses, de cette chanson révolutionnaire du début du XXe siècle, qui est aussi le titre d'un poème, Bread and Roses, de James Oppenheim, qui disait qu'un être humain, c'est-à-dire quiconque veut travailler pour des êtres humains, doit penser à 2 volets importants. Et ça, c'est ça qui doit être la finalité de la politique, c'est du pain. C'est-à-dire qu'on a besoin de manger, de boire, de dormir, de s'éduquer, de se soigner, de le faire pour sa famille, mais aussi des roses. L'être humain n'est pas que ventre. L'être humain a besoin d'épanouissement. On a besoin de vivre une spiritualité, on a besoin de loisirs, etc. Donc c'est que les gens soient heureux dans la société, tout en sachant que le bonheur est relatif, le bonheur de l'un n'est pas le bonheur de l'autre, et à l'échelle d'une seule personne, le bonheur d'aujourd'hui n'est peut-être pas mon bonheur de demain. Ils appellent ça l'éthicocratie, et j'aime bien cette expression. Absolument. Il y a une expression lâchée par un personnage qui est extrêmement importante, cette expression-là. L'université est un espace destiné à l'activité politique, mais aujourd'hui, beaucoup pensent que l'université doit être dépolitisée, arbitrage. Mais en vérité, c'est, excusez-moi du terme qui est un peu trop fort, c'est une chimère. Ah oui? Oui, parce que si on entend par dépolitisation
ce qu'on constate dans les universités où il y a des enjeux qui d'ailleurs, c'est moins le fait que des étudiants soient politiques, mais c'est lorsque cela est articulé avec la corruption, avec des batailles de positionnement, au point qu'il y a de l'argent qui est en jeu, et que les gens se mettent à se battre, sortent des coups. Ce type de politisation-là est très mauvais. En revanche, si la politique, c'est de penser à la cité, de réfléchir pour des solutions stratégiques, non seulement pour une université dont notre société a besoin, qui soit un socle pour un développement économique, social, culturel, endogène, et pour aussi des propositions pour l'émergence du pays. Évidemment, cette politique-là, c'est la politique noble. Et de toutes les manières, pourquoi je parle de chimère? C'est parce que les étudiants font partie d'une couche qui a comme caractéristique la fougue et la générosité. Et sensible, parce qu'on lit, on sait ce qui se passe dans le monde, donc nécessairement on est plus réceptif et donc réactif également. Et l'histoire de notre pays a montré que ces jeunes s'appellent Cheikh Anta Diop, qu'ils s'appellent Patrice Lumumba, qu'ils s'appellent Kwame Nkrumah, ou plus proche de nous, qu'ils s'appellent Majmoud Diop, ou les Abdoulaye Bathily, Mamadou Diop Decroix, tous ces gens, c'est des gens qui ont beaucoup souffert pour le continent. Et étant étudiant, ils savaient ce qui se passait dans le monde. Ils lisaient beaucoup, ils suivaient. Dans les amphithéâtres, en lisant et en apprenant ce que les enseignants nous disent, on découvre le monde. Et on se rend compte qu'il y a eu une Première Guerre mondiale, il y a eu une Deuxième Guerre mondiale. On a mobilisé des tirailleurs. Pourquoi? Parce que la France dit, on est en train de nous prendre notre liberté. Et la liberté est sacrée. Venez vous battre pour nous, pour notre liberté. Bien entendu, ça ouvre les yeux. Si on a pu aller sacrifier notre vie pour la liberté d'autrui, quid de nous-mêmes? Et tout ça, c'est des choses qui ont été portées aussi par les étudiants, pas que, mais par les étudiants en grande partie. Et les étudiants qui ont d'ailleurs été les véritables artisans des mai de 1968, lors du congrès, ces révolutionnaires rendent hommage à ceux qui ont mené ce combat. Et on parle un peu de l'espace universitaire qui doit être politisé, pas politicianisé. Vous êtes d'accord? Exactement. Exactement. Nous sommes absolument d'accord. L'espace universitaire est naturellement politisé. C'est-à-dire ceux qui veulent s'opposer à ça, c'est comme vouloir arrêter la mer avec ses bras. Ce n'est pas possible. Mais c'est votre expression que j'aime bien, politicianiser, ou je ne sais pas. Et absolument, c'est ça qu'il faut éviter. Ça, c'est mauvais et destructeur pour l'université. Nous allons aborder les multiples thèmes. Bon, le choix n'a pas été facile. Les thèmes qui ont été abordés par ces jeunes-là, ces jeunes qui sont conscients de leur avenir, conscients surtout de l'Afrique. Vous parliez tout à l'heure de l'ouverture. Commençons par l'espace universitaire, la réforme de l'université. D'aucuns décrivent l'université comme étant des fabriques de chômeurs. En tant qu'ancien recteur et professeur de l'université, un thème qui vous parle? Absolument. Absolument. En fait, c'est un thème qui me parle et le problème se situe à différents paliers. Un palier, c'est effectivement la pertinence ou le manque de pertinence des offres de formation qui font qu'on forme beaucoup de jeunes dans des domaines et après l'insertion est difficile. Je ne veux pas trop entrer dans les détails, peut-être le temps ne le permet pas. L'autre facteur, c'est que nous sommes dans un pays où le tissu économique est très faible. Nous avons deux employeurs. C'est l'État et quelques entreprises, si je mets de côté un instant le secteur informel. Or, l'État n'a pas pour vocation d'absorber tous les diplômés. L'État-providence. Voilà. Deuxièmement, nos entreprises, malheureusement, sont faibles. Leurs capacités d'absorption sont limitées. C'est pourquoi, quand on parle d'émergence, de développement, si on ne crée pas les conditions d'un secteur privé fort, capable d'absorber, ça n'ira pas loin. Et on a le secteur informel, où on a de jeunes de toutes sortes, les jeunes baobabs, etc., qui se battent comme ils peuvent, mais il y a quelque chose qui manque. C'est cette formation pertinente. C'est pour cette raison-là qu'avec les réformes en cours dans les universités, et je souhaite que cela soit approfondi et développé, il y a la création d'incubateurs, par exemple, où il s'agit
dès l'université, Oui. de permettre aux étudiants de commencer à avoir une certaine immersion et surtout de créer le maximum de filières porteuses. C'est ça qui explique la création des instituts supérieurs d'enseignement professionnel qui forment des cadres intermédiaires avec une approche formation en alternance. Immersion, théorie, pour que ces jeunes-là puissent créer des emplois et employer d'autres, etc., étant entendu que si on ne va pas dans cette direction-là, l'État et les entreprises vont bientôt atteindre la saturation. C'est d'ailleurs déjà fait. Et vous le disiez tout à l'heure, des réformes ont été codifiées à travers les assises de l'enseignement supérieur. Est-ce un problème de système ou d'application des mesures qui ont été prises lors de ces réformes-là? Oui, c'est le tout. C'est le tout en vérité. Parce que au Sénégal, depuis les États généraux de l'éducation de 1981 et beaucoup d'autres assises qui ont suivi, jusqu'à la dernière grande assise qui pour moi a été un tournant très important, la concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur, on a pris des décisions très importantes. Par le passé, des décisions importantes, par exemple les États généraux de l'éducation, vraiment il y avait des orientations pertinentes. Mais la mise en œuvre a manqué. Malheureusement, c'est surtout la grande faiblesse dans notre pays. Et ça a continué ainsi. Et ici, je me dois de rendre hommage à quelqu'un. D'abord l'État, avec la dernière réforme, mais aussi au ministre qui a porté cette réforme-là, qui est un ami avec qui je partage beaucoup de choses, le professeur Mary Teuw Niane, qui a dit « j'ai rassemblé les gens de manière inclusive ». Les étudiants, les parents, les enseignants, la société civile, les gens ont réfléchi. Et je pense que ce qu'ils ont produit, c'est quelque chose de bien. L'État l'a approuvé à travers les décisions présidentielles sur l'enseignement supérieur. Et vraiment, ayant été recteur et ayant été son proche collaborateur, j'ai vu que pour lui, c'était un point d'honneur comme une sorte de checklist. Voici des points qui sont répertoriés pour qu'on ait un meilleur enseignement supérieur. Il faut y aller. Donc, point par point, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Je pense qu'il y a une excellente dynamique qui est partie. On a eu les ISEP, on a eu des réformes au plan du management du système, au plan de la législation, d'avoir des textes plus en phase, parce qu'il y avait aussi de l'obsolescence de ce côté-là, des plans stratégiques, on sait où on veut aller, en l'articulant avec les besoins du pays. En vérité, je pense qu'il y a des décisions importantes. Ce que je souhaite seulement, c'est que les gens continue cette dynamique-là et que véritablement on puisse appliquer, mettre en œuvre des décisions qui sont des décisions consensuelles, produites par vraiment tous les acteurs de l'enseignement supérieur. Le professeur Mary Teuw Niane, qui est un trait d'union entre la science et la littérature, était sur ce fauteuil pour son recueil de poèmes. Il le faut ces réformes-là, parce qu'il y a beaucoup de talents qui sortent dans les temples du savoir. À la page 224, j'aime cette expression. Il n'y a pas de doute, l'université est un grand creuset de talents, connus ou cachés. Chaque jour, vous croisez de vrais génies sans le savoir. Mettez ces derniers en situation, permettez-leur d'éclore leurs capacités dans leur domaine de prédilection, alors vous ne les reconnaîtrez plus. À partir de ce jour, vous les regardez de notre œil, qu'ils soient vos camarades de classe, des voisins de chambre, encore des individus quelconques que vous rencontrez chaque jour, en allant à l'amphi sans leur accorder la moindre attention. Oui. Moi, je suis professeur depuis plus de 30 ans. Je puis vous dire que nous avons une jeunesse extraordinaire, comme la plupart des jeunesses du monde. Nous avons des jeunes qui veulent apprendre, qui veulent devenir, comme on dit. C'est une question d'environnement. Je vais vous donner un exemple. Allez-y. À l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, pendant plusieurs années, j'ai été le directeur des programmes de grandes universités américaines, l'Université de Wisconsin, l'Université de Pennsylvanie. Et dans le cadre de ce programme d'échange, on a eu à sélectionner des étudiants sénégalais et à les envoyer aux États-Unis. Et j'ai suivi de très près ce que sont devenus ces jeunes. La plupart d'entre eux aujourd'hui sont dans de grandes universités des professeurs. Bon, malheureusement, on les a un peu perdus, comme on perd de grands intellectuels. Bon, mais aussi, c'est des gens qui continuent encore... On parle de circulation du savoir. De circulation du savoir, oui. Continuent à servir notre pays. Donc, c'est dire que c'est une question d'environnement. Quand on va dans les pays du Nord, on se rend compte que la seule différence entre eux et nous, ce ne sont pas les étudiants, c'est l'environnement de travail. Oui. Les orientations stratégiques en matière de formation, de recherche et d'innovation. Donc,
créons l'environnement et on se rendra compte que c'est extraordinaire. Et vous avez l'exemple de la médecine. Nous avons une des meilleures facultés de médecine en Afrique et même au-delà. Mais malheureusement, l'environnement n'est pas créé. Et on n'arrête pas de voir ce paradoxe où les pays du Maghreb envoient des étudiants ici, formés par les Sénégalais, mais dès que les gens sont malades, ce sont ces mêmes professeurs qui évacuent leurs malades au Maghreb. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le matériel, ils n'ont pas l'environnement. Le Maroc, par exemple. Le Maroc, la Tunisie, etc. Moi, je trouve ça choquant. Et je pense que les gens doivent se ressaisir. Et avec la Covid, je pense que des leçons ont été tirées et que des efforts et des bons qualitatifs vont être opérés dans ces domaines-là. Un autre thème, la réappropriation de notre histoire. Cette bataille de l'intelligentsia. Il y a cette jeunesse-là qui veut penser par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Un thème d'actualité, d'autant plus que ce thème-là, le rapatriement de notre imaginaire, reste toujours là. Oui, absolument. Pour commencer par ce dernier, le rapatriement de l'imaginaire, là aussi il faut qu'on comprenne tous les enjeux. Et je vais vous faire une petite confidence en quelques secondes. Je suis preneur. Lorsque mon ami, frère et collègue Felwine Sarr, dans le cadre de cette mission qui leur a été confiée, avec Bénédicte Savoie, voilà, ont pu obtenir ce qu'ils ont obtenu. C'est une bataille qui est très ancienne. Mais savez-vous que j'avais terminé le premier chapitre où je disais « Rendez-nous nos papyrus et nos momies, nos statues et nos masques ». C'était avant. Et il y a les mails de stockage de ce livre qui font foi. D'où est-ce que ça vient? Lorsque j'étais doctorant en France, entre 1984 et 1985, je passais beaucoup de temps à la British Library de Londres, qui est logée au British Museum. Et quand j'entrais dans ce musée-là, j'avais l'impression qu'on avait déménagé l'Égypte. C'est là que j'ai vu pour la première fois des momies vraies, des statues, j'ai vu des papyrus, j'ai vu toutes sortes de choses. Depuis lors, dans ma tête, j'ai dit, je suis pour qu'il y ait la circulation des biens culturels et toutes sortes de choses, parce que l'humanité doit être une, mais il faut qu'on rende à chacun ce qui lui appartient. Ça, je voyais, moi, ce que je considérais en tant que jeune militant très attaché aux intérêts de l'Afrique, il y a eu un pillage. Peut-être que c'est le pillage de la colonisation, peut-être aussi que c'est des choses qui ont été vendues, qui ont été bradées par des chefs africains. En tout état de cause, ce rapatriement était très important et j'en étais très content. Maintenant, ce que vous avez dit, ça aussi c'est notre grand problème. Vous savez, j'ai écrit quelque part dans ce livre que la pire chose qui nous est arrivée, ce n'est même pas la confiscation de nos terres, ce ne sont même pas les assassinats qui sont des choses graves, c'est la mise en cellule des cœurs, des âmes, de l'esprit. Dès que vous ne pouvez plus penser par vous-même, vous êtes dans le mimétisme intégral. C'est vrai. Toute politique, on voit les réformes là-bas, on les applique ici. C'est vrai. Prenez les constitutions, prenez les universités et les écoles. Mais il est grand temps. S'inspirer des choses sur la base du benchmarking, c'est quelque chose de très important. Mais on n'a pas arrêté de dire s'enraciner et s'ouvrir à tous les souffles du monde. C'est bien, mais il faut le faire réellement. Après s'être bien ancré, les facteurs endogènes doivent rester les facteurs déterminants. Et ça, tant qu'on ne l'aura pas compris, on va tourner en rond. Ce passage est loquace, mais il est très profond. Et là, notez que lorsque l'animateur est un Européen ou un Américain, tout le monde arrive à l'heure, écoute religieusement tout ce qui se dit. L'expert international, entre guillemets, prend des notes comme un jeune étudiant qui ne veut laisser aucun mot lui échapper et personne ne quitte la salle avant la fin des travaux. En revanche, si le conférencier est un compatriote, quelle que soit sa compétence, pendant que certains suivent avec intérêt ce qu'il dit, d'autres affichent des attitudes désinvoltes, entrant et sortant avant de disparaître pour de bon, confirmant ainsi, de la pire des manières, la parole de Saint Luc selon laquelle nul ne préfère dans son propre pays. Oui, monsieur Sarr, ça aussi, ça fait partie de notre tragédie. Ça fait rire, mais... Oui, mais c'est dramatique. C'est dramatique. C'est ça la réalité. Et regardez, avec la pandémie de la Covid, on s'est rendu compte, quand j'apprends que des jeunes de l'école polytechnique de Thiès avaient presque mis au point un respirateur, lorsque l'on voit des jeunes de toutes sortes, de rien du tout en âge, je veux dire, vous faire des innovations très importantes. Ça, ce n'est moi ayant été recteur,
ça, ce n'est que la partie la plus minuscule Ouais. du potentiel extraordinaire, Ouais. scientifique, technologique de notre pays. Nous avons des génies dans les universités du Sénégal Ouais. et d'Afrique. J'ai fait beaucoup de pays africains. Mais malheureusement, on ne prend jamais au sérieux ce que les gens font. Donc, de telle sorte que les chercheurs sénégalais, c'est pourquoi ceux qui ne savent pas, on entend toujours la phrase, c'est des chercheurs qui cherchent mais qui ne trouvent pas. Ou en tant que recteur, je vous dis, ce n'est pas exact. Pour devenir professeur, il faut avoir produit beaucoup de choses. Et pour devenir même un assistant qui essaie d'évoluer à l'université, il faut produire. Imaginez dans les sciences, en médecine, etc., combien de publications sont faites sur des questions pointues. Ça ne demande qu'à être valorisé par les entreprises. Vous comprenez? Ouais. Et si on le fait, franchement, il y a beaucoup de choses par rapport à on aurait de l'autonomie, mais on n'a pas foi en nous. Ouais. Et c'est ça le grand combat, avoir foi en soi, tant qu'on ne le règle pas, en disant que partons d'abord de ce que nous avons, de ce que nous sommes, et après, s'il y a des choses qui manquent, on va le compléter en cherchant ailleurs. Et la Covid-19 nous a rappelé cette fameuse expression de Sartre, l'homme est en situation. Forcément, il va se débrouiller. Absolument. L'homme est ce qu'il se projette d'être, Oui. nous enseigne Sartre. Oui. C'est ça la réalité. La réalité est que, et d'ailleurs, Oui. la Covid nous a avertis. Lorsqu'il y a, si on dépend de gens pour manger, pour boire, pour exister, Exactement. lorsque ces gens sont dans des situations difficiles, mais ces gens s'occupent d'abord Forcément. d'eux-mêmes. On a vu des avions avec des masques interceptés. Oui, la guerre des Je masques. disais, on aurait pu avoir une guerre en bonne et due forme. Pourquoi? Parce que tu as pris mon masque, non, laissez mon masque. Donc, quand on voit des choses sérieuses comme ça, on doit dire que pour survivre, je ne dis même pas pour vivre, on doit assurer un minimum d'autonomie, un minimum de souveraineté sur ce qui assure la stabilité de la société, ou tout simplement la survie. Et ça, je pense que l'Afrique en général, le Sénégal en particulier, a tout le potentiel. Et si j'insiste sur cette jeunesse-là, Oui. on aurait tort de penser que cette jeunesse est un fardeau. Non. J'ai Une parlé- bombe sociale, par exemple. L'expression que je déteste le plus, la jeunesse comme une bombe sociale. Mais écoutez, monsieur Sarr, regardez. Oui. Vous prenez l'Inde, c'est 1,3 milliard d'habitants. La Chine, c'est 1,5 milliard. La Chine, avec son 1,5 milliard, est en passe de devenir presque la première puissance mondiale. L'Afrique, toute l'Afrique, c'est 1,3 milliard. Donc l'Inde et la Chine ont plus de gens que nous. Oui. Or, cette jeunesse-là, pour moi, c'est le trésor tangible. C'est ce que j'appelle la jeunesse massive, conquérante. Et un potentiel, il faut éclore ces capacités-là. Et on y arrive. Il y a tellement de choses à faire. Nous avons 31 millions de kilomètres carrés que nous n'avons pas encore peuplés. Nous avons beaucoup de zones complètement désertes. Il suffit de voyager pour voir qu'il y a beaucoup d'espaces vides. Beaucoup d'espaces vides. Donc, non, cette jeunesse-là, c'est un atout pour qui comprend. Et il faut créer de l'emploi, des formations professionnelles, former ces jeunes, et c'est grâce à la production, grâce à la transformation de cette production qui a besoin de bras pour le faire, que nous aurons l'autonomie au plan alimentaire, que nous aurons l'autonomie au plan du numérique, que nous aurons l'autonomie dans tous les domaines. Ouais. Et ça, l'Afrique, moi, je pense d'ailleurs qu'on a besoin de plus de gens pour pouvoir y arriver. L'Europe tout entière, l'Union européenne fait... le Nigeria fait la moitié de la population de toute l'Union européenne. Et si l'Union européenne parvient à survivre, c'est grâce à son passé. Exactement. C'est appuyé sur tous ces empires-là. Mais sinon, ces petits microcosmes d'États européens n'auraient pas survécu. Et d'ailleurs, on se rend compte que ce n'est pas facile non plus. Hein. Oui. Avec l'émergence de la Chine et ce qu'on appelle les BRICS, etc., l'Europe risque de reculer dangereusement parce que l'Europe aussi, c'est des micro-États. Avec Exactement. une population vieillissante, une population peu nombreuse, alors que la Chine, qui est le pays le plus peuplé, a transformé cet effectif-là en force de développement. Oui, et l'Afrique a besoin de ça. l'autre arnaque qu'on a faite à la jeunesse, c'est que de dire que la jeunesse, c'est l'avenir, la jeunesse, c'est d'abord le présent. Le présent. Parlons un peu de la réappropriation de notre histoire. Ça commence d'abord par l'enseignement de vos ouvrages, des ouvrages que nous avons pour que nos héros prennent place dans les classes, mais nous savons plus l'histoire de la guerre mondiale, de la guerre de plus que celle de Dekele ou bien Talatender, par exemple. Absolument. Monsieur Sarr, regardez,
il y a une phrase que j'ai répétée, je sais que les anti-idéologues ne vont pas aimer, quand j'ai dit l'affirmation la plus grosse de charge idéologique, c'est celle qui annonce la guerre, la fin des idéologies, c'est ça que j'entends. Le professeur Ibader Thiam, qu'Allah l'accueille au paradis, a posé un geste qui, pour moi, est d'une haute portée idéologique, culturelle et symbolique. C'est le lycée Faidherbe. La relation entre Faidherbe et Cheikh Oumar Foutiyou Tall, historiquement, c'est une version de l'histoire. Il fallait choisir. C'est l'ennemi public numéro 1 de Faidherbe à travers l'histoire, c'était El Hadj Omar. El Hadj Omar était complètement aux oubliettes. C'est la place Faidherbe, c'est la statue Faidherbe, c'est le lycée Faidherbe. Lorsque le professeur Ibader Thiam choisit pas un autre lycée, pas un autre endroit, c'est le lycée Faidherbe, pour dire ce n'est plus le lycée Faidherbe, c'est le lycée Cheikh Oumar Foutiyou Tall. Il a posé un acte symbolique de grande portée. Il a réécrit l'histoire. Et la réécriture de l'histoire, la déconstruction des versions hégémoniques de l'histoire d'hier à aujourd'hui, c'est quelque chose de très important. Et l'histoire, c'est le présent même que nous vivons. L'autre jour, en suivant le président Macron, qui disait qu'il était très fâché, il faut que les présidents de la zone du Sahel, de G5 Sahel, viennent lui dire ce qu'ils veulent. Lui, il est là pour aider. J'ai dit non. On ne peut pas avoir cette responsabilité, j'y ai fait allusion, ce que j'appelle le chaos créé dans la vieille Tripolitaine, créé en Libye, où on a une prolifération de néo-esclavagistes, trafic d'armes, et ne pas articuler la Libye avec le désordre qu'il y a au Mali, au Burkina, le Sahel d'une manière générale. Le Sahel de manière générale. Donc, ils veulent écrire une version de l'histoire qui est complètement erronée. Et je vois que les chefs d'État à qui il veut donner un problème de conscience n'ont pas donné la bonne réponse. La bonne réponse dit non, vous êtes en train d'écrire une mauvaise version de l'histoire. La bonne version de l'histoire, d'accord, nous devons travailler la main dans la main, parce que le terrorisme menace tout le monde, mais reconnaissez d'abord que c'est votre initiative, votre prédécesseur qui a pris des initiatives. Avec l'aide également, ou bien le silence coupable des dirigeants africains, professeur. Absolument. Hélas. Hélas. Kadhafi a été... Hélas. C'est ça le grand problème. Parce que Kadhafi, et ça aussi, j'ai tenu à rendre hommage à Kadhafi. Kadhafi, c'était des frasques. Kadhafi, c'était le bling-bling, comme disent les jeunes. Mais en vérité, Kadhafi a beaucoup fait. Pour soutenir l'Union africaine, il a fait des choses, de bonnes choses, de mauvaises choses. Mais qui veut noyer son chien l'accuse de rage. Exactement. On voulait se débarrasser de Kadhafi, on s'est débarrassé de Kadhafi, comme d'ailleurs avec cette histoire d'armes de destruction massive complètement fictive qui a créé un chaos. Mais qui a créé l'État islamique? Mais c'est lorsqu'on crée des chaos comme ça, c'est pourquoi j'ai dit on crée des fanatiques de tout acabit. Et on fait semblant d'oublier qu'on a créé soi-même. Il y a un film documentaire très important qui en anglais s'appelle In the Footsteps of Ben Laden, sur les traces de Ben Laden. C'est un documentaire. Ce film-là, il faut le voir. D'anciens membres de la CIA ont démontré comment la politique des États-Unis pendant la guerre froide compte à fabriquer pièce par pièce Al-Qaïda. Parce qu'en soutenant les Moudjahidines contre l'Union soviétique, c'est là que Ben Laden a appris à tenir des armes. J'ai suivi son cousin et ami qui disait quand il y avait un coup de feu, Ben Laden sursautait parce qu'il n'avait pas cette habitude. Il était dans les activités économiques de sa famille, la famille Ben Laden, etc. Donc c'est dire que, en vérité, l'Afrique doit réécrire l'histoire. Et réécrire l'histoire, c'est maintenant. Ce n'est pas seulement de broder, c'est pouvoir déconstruire des constructions en direct. Lorsque on veut faire semblant d'oublier ce qui se passe en Libye, en Irak, en Afghanistan, en Syrie, etc., évidemment, il faut restaurer l'histoire parce que c'est à partir de cette base-là qu'on peut vraiment aller de l'avant et avoir des relations sincères et sérieuses. Et c'est par ça aussi que l'Afrique pourra affirmer sa dignité. Professeur, il y a le rôle des populations également, pour finir rapidement, les populations qui doivent tout simplement sortir un peu de cette politique alimentaire, le matérialisme qui met ceux qui sont en dessus et ceux qui ont en bas. Oui, ça c'est la nature de l'État. J'ai dit que nous avons des États transplants et le problème c'est que nos États manquent de base socioculturelle. Donc les populations pendant longtemps sont restées en position d'extériorité par rapport à la chose publique. Et ce que ça a donné,
c'est ceux qui réussissaient, même si c'est par la corruption et les détournements, partager les miettes avec les populations qui n'étaient pas de bons acteurs. Mais fort heureusement, il y a quand même une évolution positive. Grâce aux médias, l'utilisation des langues nationales, les populations commencent à mieux comprendre la chose politique et à s'impliquer un peu mieux, mais il y a encore un long chemin à parcourir parce que malheureusement, ceux qui nous ont dirigés ont exprès mais mis les États en dehors de l'activité et de la gestion des affaires de la cité. Énormément de thèmes dans cet ouvrage. On pouvait parler un peu les limites de l'engagement avec les jeunesses marxistes, pas religieuses du tout. Mais on aura l'occasion d'en parler. Le livre du professeur Baïdel Kane, Rouge Mélodie, publié par les éditions L'Harmattan du Sénégal. La jeunesse prend le pouvoir à travers cet ouvrage. On a vu un peu la réplique qui parle la jeunesse après les événements du mois de mars. Professeur, merci d'être là. C'est moi, monsieur Sarr. Je vous remercie et vous félicite pour cette belle émission. Merci. Merci également, chers téléspectateurs, et à l'équipe technique qui m'a sommé d'interrompre cette émission. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre rendez-vous du livre de la lecture et de l'écriture sur ITV.